amis, nous démarrons. Alors, comme chaque année, je vais vous dire, ces rencontres, ces 23e rencontres sont exceptionnelles. Mais pour une fois, c'est vrai. C'est vrai parce que vous êtes 700, nous serons 7000. On a beaucoup de gens qui veulent être présents. Et puis, il y a quelques centaines de milliers de personnes qui assistent de manière indirecte, donc sur Internet, à l'événement. Et que nous allons essayer de bâtir toute une logique qui conduit à bâtir, au fond, à recréer l'espoir. Alors, le titre de cette session, auquel ont bien voulu participer le Dr Bay, Lionel Zinsou, Madame Chalmany, donc trois personnalités éminentes, ce thème est espérer dans un monde de violence. Ce thème est un thème formidable parce que vous voyez que dès le départ, nous sommes convaincus que l'optimisme est à la racine même de l'apaisement de nos sociétés. Et comme vous le savez, toute cette séance de 2 jours et demi se terminera par une table ronde animée par Françoise Benamou, notre présidente, qui portera sur comment on recrée l'espoir, donc avec 4 jeunes. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une espèce de très lente progression. Je ne vous fais pas de publicité, mais en plus c'est un livre que vous ne trouverez plus jamais, mais j'avais écrit il y a 5-6 ans un livre qui s'appelait « Un monde de violence » et qui en fait s'opposait à cette idée qu'on avait développée sur la fin du monde, la fin de l'histoire, le monde allait s'arrêter, désormais tout le monde allait être en paix, et je n'y croyais pas. Et en fait, je pensais que le monde n'était pas composé d'individus différents, il était simplement traversé par des violences qui étaient sous-jacentes et qui, en réalité, se sont exprimées tout au long de ces dernières années avec une sorte de pic de violence, j'allais dire, dans les derniers mois, notamment sur un plan géostratégique, mais aussi dans un grand nombre de pays où les femmes, les exclus, divers et variés, sont frappés par des exclusions qui apparaissent comme, j'allais dire, des résurgences du passé. Aussi, nous allons avoir une discussion d'1 heure qui va commencer par le Dr Bay. Alors, le Dr Bay, c'est la présidente d'Amnesty International. Tout le monde connaît Amnesty International. Elle va un peu en parler, mais elle va surtout, après, évoquer le rôle des ONG pour retrouver l'espoir dans une situation dans laquelle il y a beaucoup de, j'allais dire, de violences immanentes, de guerres, de conflits, de fractures sociales. Donc c'est de tout cela dont nous devons arriver à nous extraire, et les ONG jouent ce rôle majeur dans notre société. Donc Amnesty en étant l'illustration la plus parfaite. Après, si vous êtes d'accord, mais d'ailleurs, même si vous n'étiez pas d'accord, Lionel Zinsou, qui est un personnage éminent, qui est un ami des membres du Cercle depuis quelques décennies, qui a eu une carrière à la fois, j'allais dire, politique française, une carrière au sens de cabinet ministériel ou équivalent, une carrière d'industriel très brillant, une carrière de financier aujourd'hui et de financier par la suite très brillante, et puis il fut Premier ministre du Bénin, et avec là aussi beaucoup de talent. Enfin, son problème à lui, c'est que tout ce qu'il fait, il le fait avec talent. Et il va nous parler d'une autre violence, qui est celle que connaissent les sociétés africaines par rapport à la pauvreté. Et comment est-ce que par rapport à ces énormes difficultés, on peut là aussi rebondir, repenser le monde par rapport à j'allais dire, une expression qui est beaucoup plus porteuse d'espoir et de positivité. Et enfin, Madame Chalmany, qui est une femme là aussi exceptionnelle, qui est une grande amie de Philippe Aghion, que je vois, très important pour nous, va nous parler, elle, peut-être à la fois de la souffrance des femmes dans un pays qu'elle connaît bien, un peu, qu'elle connaît bien, mais surtout, elle va nous expliquer, c'est en ça qu'elle sera exactement au cœur de nos réflexions, le rôle de la jeunesse partout dans le monde. Comment est-ce qu'on rebondit en vivant à travers la montée de cette jeunesse
qui, ici comme ailleurs, jouera un rôle absolument déterminant. J'en profite pour dire d'ailleurs que la jeunesse sera au cœur de nos réflexions tout au long de ces 2 jours et demi. Et comme vous le savez, nous aurons 2 sessions particulières sur la jeunesse qui auront lieu le dimanche. Voilà. Donc j'ai présenté mes 3 camarades. Ils sont top. Enfin bon, ça ne suffit pas. Je laisse la parole maintenant au docteur Baek et il va nous dire ce qu'on peut penser à la fois d'Amnesty International et des ONG. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici. J'habite en Malaisie et je dois dire que je suis étonné de la température ici. Ça me réveille. C'est comme mon pays, peut-être moins humide. Donc voilà, peut-être est-ce une explication du changement climatique auquel nous sommes confrontés. Souvent, les droits de l'homme, les questions des droits de l'homme elles-mêmes sont quelque part entre les gens de conviction qui parlent de droits de l'homme et les sceptiques. Et je pense que le travail de Catherine Seeking est tout à fait intéressant dans ce registre, tout simplement parce qu'on s'améliore en termes de mesures d'impact des droits de l'homme. Donc le monde a tendance à penser que les choses s'aggravent. Mais si on compare le passé et le présent, beaucoup d'études ont montré que les génocides, les violences contre les civils, en fait, ont diminué. L'accès à la santé, à l'éducation a augmenté. Il y a beaucoup de considérations psychologiques, philosophiques, sociales, etc. en font un grand sujet. Beaucoup d'universitaires travaillent sur ces sujets, en fait. Mais moi, je dirais cependant que il y a eu, et particulièrement avec la Covid, la crise de la Covid, il y a une résurgence de mouvements extrêmement puissants, les femmes, pour la vie, pour la liberté. Et donc il y a, bien sûr, les femmes fournissent des sources d'inspiration pour beaucoup de gens. Et je pourrais dire que les militants ont véritablement apporté une différence dans historiquement, et souvent, il y a une critique selon laquelle les droits de l'homme sont une sorte, ou c'est du néolibéralisme, ça vient de l'Ouest, mais en fait, l'Amérique latine a joué un rôle très très important. Il s'agit d'un phénomène global, et lorsque l'on parle du climat et tout ce à quoi nous sommes confrontés, personne ne peut traverser un secteur de la société en ignorant le reste. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Les professeurs, vous avez posé une question, mais qu'est-ce que les ONG et Amnesty font? Et dans le passé, parfois, on était considérés comme peut-être trop intellectuels ou trop distants. Et je suis psychologue, je suis spécialiste du langage et les mots sont importants. Quand vous présentez votre argumentaire, beaucoup d'entre vous certainement connaissent le travail de Viktor Frankl, la recherche du sens. Il a survécu à l'Holocauste, il est devenu psychiatre et essentiellement, ce qu'il a dit, c'est que ce n'est pas ce n'est pas ce que quelqu'un fait qui détermine ce que vous êtes, c'est essentiellement comment vous y réfléchissez. Réfléchissez donc, le cadre est important. Lorsqu'on la désinformation, la misinformation, les fausses nouvelles, souvent les argumentaires, c'est que ça a l'air vrai, donc ça suggère un fait qui semble vrai. Et les ONG ont besoin de continuer à porter attention au message. Et Et donc, n'allez pas, ne vous cachez pas derrière les droits de l'homme. Beaucoup de recherches ont montré que lorsqu'on pose des questions sur les droits de l'homme, les gens disent on parle d'abus, on pense à des abus, ou des excès. Mais un autre cas, c'est un droit essentiel dont vous disposez dès votre naissance. Donc le cadre. Et en fait, le thème, est excellent. Plutôt que de problèmes, réfléchissez en solution. Plutôt que d'intimidation, innovation. Montrez aux gens sur le terrain qui ne sont pas à distance, ou qui sont pas dans une hiérarchie, les gens communs, la population, les gens communs,
peuvent apporter des différences et tout ceci doit résonner. Il faut, comment dire, agir localement, penser globalement. Bien sûr, on a des bureaux d'Amnesty International en France, mais lorsqu'on fait les études sur la population française, ils sont... Amnesty International, pour eux, c'est la liberté et la démocratie. Donc, vous cadrez le message en tant que tel et l'argument va être, bien sûr, établi par les gens qui définissent les paramètres. Je vous dis, comme psychologue, ce à quoi vous résistez persiste. Donc, il faut réfléchir très soigneusement, plutôt que colère, qui fait que les gens se ferment et perdent espoir et recherchent une réponse cognitive. Faire en sorte que l'espoir inspire les messages. Je vais m'en tenir là, si vous voulez bien. Cher Lionel, à toi de nous parler. Cher maître, Madame la Présidente, distingués invités et amis, d'abord correction biographique, en fait... J'ai passé beaucoup moins de temps à être Premier ministre qu'à préparer l'agrégation sous la houlette du professeur Lanzy. Il se trouve que c'était il y a 45 ans, j'ose à peine le dire. Merci, madame. Je suis très impressionné par le fait que Amnesty, qui gère parmi les plus violentes l'agression contre les droits de l'homme, est à travers vous, aujourd'hui, émis d'abord un message très positif sur l'innovation contre les intimidations. Je trouve que c'est impressionnant et je vous remercie pour ce que vous faites à la tête d'Amnesty et puis pour avoir ouvert ces rencontres sur cette tonalité. Alors je vais ajouter un peu à ça pour parler... Bon. Pour parler de l'Afrique. Il y a quelque chose de frappant en Europe, c'est qu'on est toujours dans une orientation de l'information sur l'Afrique autour des désespoirs, autour des violences, autour de la mort, autour des dégâts, il est vrai, exceptionnels du changement climatique, autour de la faiblesse de ce continent qui n'est, pour l'essentiel, coupable de rien de ce qui lui arrive. Le changement climatique est un bon exemple. On est probablement parmi les plus faibles dans la faculté de corriger tout ce qui nous arrive de négatif. L'effondrement des rendements céréaliers, l'érosion des côtes, le caractère volatile des intempéries qui a au fond comme conséquence de baisser significativement les ressources alimentaires, etc., etc. Évidemment, les conflits, évidemment, la situation d'insécurité du Sahel ou de la Corne de l'Afrique, et puis cette guerre qui ne dit jamais tout à fait son nom, mais qui a probablement déjà fait plus de 3 millions de morts en République démocratique du Congo, sous tous les régimes, pour toutes les raisons possibles, et qui est encore très, très active. Donc ça, c'est le prisme par lequel on regarde l'Afrique, ses violences et ses désespoirs. Mais il faut faire attention à l'hystérisation des risques sur l'Afrique. Il ne faut pas que ça serve à l'Europe pour se consoler d'un certain déclin. Il ne faudrait pas penser l'Afrique comme étant sans espoir pour rehausser en fait un peu d'optimisme occidental. Donc il faut peut-être aussi regarder avec deux conditions préalables la situation de l'Afrique, qui serait premièrement de la connaître, et c'est frappant l'ignorance, et l'autre qui serait de la respecter. Alors on fait quelques progrès sur la connaissance, mais j'appelle tous les économistes ici présents à aider
l'Afrique à être connue. Une des choses qui nous pénalise le plus, par exemple, sur le plan économique, c'est le fait que les agences de notation ne nous connaissent pas et ne nous considèrent pas. Alors c'est un peu gênant, mais ça se mesure très facilement parce qu'à notation égale, nos conditions d'accès au marché financier en termes de taux comportent, par rapport aux autres émergents et aux autres continents en développement, comportent toujours une prime additionnelle de risque qui a des effets évidemment de non-compétitivité, des effets de difficulté à créer les espaces budgétaires dont on a besoin, etc. Très fréquemment, nous sommes considérés comme ayant un niveau de risque exceptionnel. Maintenant, quand on regarde les études économiques, il se trouve qu'en rendement du capital, l'Afrique, par rapport aux autres émergents, dégage une profitabilité moyenne légèrement supérieure. Il se trouve qu'en termes de risque de défaut et de volume de ces défauts, on est parmi les continents qui représentent le moins de risques financiers. Alors, dans la période actuelle, on est vraiment dans un arrêt de l'accès de l'Afrique au marché financier. Il y a des pays importants en Afrique qui sont dans une situation délicate, par exemple l'Égypte, la deuxième puissance économique du pays, ou les très bons élèves de la croissance, comme le Ghana. Mais cette surestimation du risque africain est bien antérieure. Et on vous prend l'exemple de la Zambie et de l'Érythrée comme étant des pays surendettés et en grand défaut. Mais enfin, à eux deux, ils représentent 1% du PIB de l'Afrique. Et en réalité, il y a des effets de contagion des situations les plus vulnérables sur les situations les plus robustes. Donc, ça ne serait pas mal, notamment sur le terrain économique, d'apprendre à connaître l'Afrique. Mais il y a bien d'autres domaines où il faut, au fond, faire un effort de connaissance. Il y a une étude d'un économiste et sociologue suédois, Hans Rosling, qui s'appelle Factfulness, qui n'est pas traduite, je crois, en français, et qui établit que les connaissances sur le monde en développement, à partir de sondages dans un grand nombre de pays, que ces connaissances sont très faibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'arrêt sur image de la connaissance du monde, connaissance économique du monde, non pas sur l'état des connaissances des enseignants, des gens qui aujourd'hui sont sondés, mais ce qui est un peu plus grave, sur les connaissances des enseignants qui ont formé leurs enseignants. Alors c'est un peu inquiétant, si vous voulez. C'est-à-dire, grosso modo, on est en arrêt sur image, monsieur le professeur, sur ce que vous m'enseigniez en 1978, si vous voulez. Donc on a un petit... Et il y a quelques pays qui ont un peu d'avance, par exemple les pays scandinaves. Mais la France ou les États-Unis, ou les grandes puissances européennes, sont en fait parmi ceux qui ont le niveau de connaissances les plus anciennes, pas des connaissances de 2023. Donc, moi, premier appel, je crois, vraiment, si on veut construire de l'espoir, ça ne serait pas une mauvaise idée que de bien connaître les sources de votre désespoir. Me semble que c'est premier. Considérer les gens, c'est important. Dans le sommet de Paris, du 23 juin, le président Cyril Ramaphosa, sur le nouveau pacte financier, cette idée du président Macron d'essayer de recréer de la confiance entre les pays en développement et, par rapport à quelques désillusions et promesses non tenues, les pays occidentaux. Donc, il a beaucoup insisté, 3 fois, « I feel as a beggar. I'm treated as a beggar. But I have to tell you, I'm not a beggar. » Alors en fait, nous ne sommes pas des mendiants. On est tout à fait regardés comme ça, par les institutions internationales dont on est membre, actionnaire, etc. Quand il s'agit de dire que ce serait pas mal d'utiliser un peu de droits de tirage spéciaux pour les banques de développement, pour faire levier, pour créer des ressources, pour financer la transition énergétique, on est regardé par le FMI qui nous le disait
jusqu'à il y a quelques mois ouvertement, bon, qui maintenant n'osent plus nous le dire, comme des mendiants. Alors vous mendiez des DTS pour vos banques de développement. Vous voulez vraiment développer l'inflation mondiale. Écoutez, si l'inflation mondiale ne tenait qu'aux pays africains, si vous voulez, elle serait très basse. Bon, aujourd'hui, dans mon pays, parce qu'il y a eu une réponse très rapide à l'adaptation aux conditions de la guerre en Ukraine, eh bien, notre inflation est à 3%. Grosso modo, il y a évidemment les pays à monnaie faible en Afrique qui ont des inflations fortes. Mais enfin, nous sommes vraiment pour rien dans l'inflation mondiale. Bon, ces considérations de respect sont vraiment importantes. Le fait de nous rendre, par exemple, nos objets d'art précoloniaux pillés par les corps expéditionnaires, c'est vraiment déjà le début d'une considération pour notre histoire. Et c'est important, si vous voulez, parce que il y a une chose qu'il faut que vous ayez en tête et qui nous aide à avoir beaucoup d'espoir en Afrique. Au fond, nous avons été colonisés, très bien, par des corps expéditionnaires squelettiques. Pourquoi? Parce qu'au moment de la grande vague des colonisations, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y avait moins de 30 millions d'Africains sur 30 millions de kilomètres carrés. À tous les gens qui caressent des rêves impériaux, aujourd'hui, il paraît qu'il y a quelques puissances qui reviennent à des rêves impériaux. Je leur dis quand même, faites attention, coloniser un continent, c'est beaucoup mieux quand il y a un habitant au kilomètre carré. Donc, en fait, ce n'est pas la peine de spéculer sur le fait que la Russie revient. La Russie, c'est un fantasme européen quand il s'agit de parler de l'Afrique. La Russie n'investit pas, n'a pas de budget d'aide au développement. La Russie n'exporte que 2 ou 3 produits, certes importants, les engrais et du gaz et des céréales, en Afrique, hein, c'est plus compliqué dans le reste du monde. Elle est l'ombre de ce que fut l'Union soviétique qui vous faisait beaucoup moins peur à l'époque. Donc, si vous voulez, le néo-ottomanisme, les rêves impériaux des puissances nouvelles, tout ça n'a aucune raison de vous faire peur et ne nous fait absolument pas peur. Oubliez vos phobies chinoises. La Chine ne recolonise pas l'Afrique. Dissipez ces peurs, comme ça déjà vous faites de l'économie de peur. C'est une façon de commencer à reconstruire l'espoir. Je vous rappelle un détail. Le déficit commercial de l'Europe par rapport à la Chine est abyssal. Sorry. Stop. Ah oui, ça c'est très important. Donc je vais tenir en 1 minute 30. Rappelez-vous une chose. Le déficit commercial des États-Unis sur la Chine est de 800 milliards de dollars. Rappelez-vous qu'en moyenne période, le commerce entre la Chine et l'Afrique est à l'équilibre. Pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, nous n'intéressons pas beaucoup la Chine comme marché. Le marché qui les intéresse, c'est vous, ce n'est pas nous. Et nous, en revanche, nous fournissons les matières premières de l'usine du monde pour que ça vous soit vendu. Donc ne projetez pas des réalités européennes. Moi, très souvent, des petits jeunes gens de grandes institutions internationales viennent et disent « Résistez à la pression de la Chine ». Je dis « Mais vous venez des États-Unis, vous venez de France, vous avez un PhD du MIT, mais moi, je n'ose pas vous dire « Écoutez, à 800 milliards de dollars, faites un effort ». Bon, donc faire attention à ça. Et pourquoi c'est intéressant que, par la considération et la connaissance, on essaye de reconstruire la confiance et l'espoir ensemble? Parce que l'Afrique, c'est 3 choses qui devraient vous intéresser au plus haut point. La première, le fait que nous ayons un dividende démographique considérable et que nous soyons si jeunes. Alors je le dis assez détaché parce que franchement, moi j'appartiens au dernier % des gens qui, au-dessus de 65 ans, si vous voulez, ne sont pas représentatifs de l'Afrique.
Bon, mais il doit y avoir plein d'étudiants africains dans la salle et qui sont représentatifs. Et ce qui est important, ce n'est pas que nous ayons une croissance démographique. Vous allez être 2 milliards, alors ça fait peur à la moitié de la salle et ça encourage l'autre moitié. Ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est que nous avons de moins en moins d'enfants, puisque notre croissance démographique est faite de l'allongement de l'espérance de vie et pas de la fécondité qui baisse partout en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes le continent qui a le moins d'inactifs désormais à porter par des actifs. Et ça va aller progressant avec une structure qui par elle-même génère de l'épargne et les moyens de l'investir. Notre deuxième actif, après cet actif humain, c'est pas que nous savons faire de la croissance parce qu'on fait 3-4 fois plus de croissance que l'Union européenne. Ça, c'est secondaire. C'est que nos actifs oisifs deviennent extrêmement actifs. Maintenant, notre désert a de l'intérêt pour produire de l'énergie. Alors, deuxième stop, je pense que je vais perdre mon permis de conduire les discussions à Aix, mais j'y suis résolu. Donc, deuxième actif, juste. Deuxième actif, yes ma'am. Deuxième actif, juste, notre désert vaut quelque chose, nos mangroves veulent quelque chose, le fait que nous n'attentions pas à notre forêt est unique au monde, nous avons des actifs qui n'existaient pas comme valeur économique. Et puis la dernière chose, si vous voulez, c'est que nous sommes des early adopters de technologie. Ne vous inquiétez pas sur le fait que regardez les télécoms et leur usage, regardez la monnaie numérique, on peut être quelque chose que vous percevez comme analphabète et aujourd'hui être parmi, un peu à la chinoise, ceux qui adoptent le plus vite les nouvelles technologies. Et donc, ce que les historiens économistes appellent l'avantage de l'arriération devient un véritable avantage. On passe de l'archaïsme, parfois du néolithique au numérique, et ça crée un peu d'espoir, Monsieur le Président. Bon, juste, Abnous, si tu veux bien de faire ton intervention, et gardez bien commencer à réfléchir, parce qu'on va avoir 20 minutes de discussion avec Anjoula, avec Abnous, avec Lionel, et tout ce qui nous est dit est quand même très porteur d'interrogation, donc préparez-vous à réfléchir. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vois que le parterre a l'air de savoir de quoi on parle, donc il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Puis comme j'ai quand même une origine orientale, j'ai l'impression que j'ai un permis de parler pendant 1h30, donc je vais y aller. Donc espoir, moi recréer, c'est l'espoir est déjà là, seulement nous sommes devenus absolument incapables de le voir dans les démocraties libérales. Évidemment, l'Ukraine, au moment de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, on a eu une sorte d'électrochoc, mais cet électrochoc ne venait pas tant du fait qu'il y avait une guerre sur le continent, même si nous avons la mémoire qu'il fange, que nous avons oublié les guerres de Yougoslavie génocidaires qui sont tenues il n'y a pas si longtemps que ça, même si nous avons tendance à oublier la guerre que nous fait l'islamisme sur le territoire européen qui a été inaugurée occidentale avec le 11 septembre, mais qui a ensanglanté les rues de Paris, de Madrid, de Londres, de Nice. Ce qui nous a surpris, c'est le fait que Volodymyr Zelensky ne voulait pas de taxi, il voulait des armes. Ce qui nous a surpris, c'est de voir sur le continent européen un Européen qui disait « j'y suis, j'y reste, et pire que ça, je vais me battre ». Cet électrochoc qui nous a fait nous rendre compte que, alors que nous sommes dans la grande plainte et les grands gémissements, qu'il y avait des gens très proches de nous qui se battaient pour vivre comme nous, pour vivre sous l'égide de ce, attention gros mot, démocratie libérale. Et ça a été quand même un moment extrêmement important qu'il faut rappeler que beaucoup de gens vivent, se battent pour pouvoir accéder à des démocraties libérales qui permettent de vivre, qui permettent d'aimer, qui permettent de créer, qui permettent d'innover, qui permettent de... Oh, cette chose si simple
qui a l'air de rien, parce que nous l'exerçons ou pas, et ça c'est le drame, de voter. Et je trouve que l'espoir est là. Et effectivement, la Russie ne représente pas un danger, puisqu'on n'a pas encore vu des files de réfugiés frappant à la porte de la Russie pour y demander le statut de réfugié politique. Et ça se reproduit aussi pour la Chine ou pour la Turquie. Il n'y a quand même pas de ces néo-empires fantasmés, en tout cas c'est le désir de leurs dirigeants, on n'a pas quand même des queues de réfugiés, des gens qui fuient pas seulement la misère, mais qui veulent juste assurer une meilleure vie pour leurs enfants, accéder à de plus grandes études, accéder à de plus grands possibles. Donc inévitablement, et ce n'est pas parce que je suis née dans ce pays et que les mollahs ont foutu un gros coup de pied au cul de moi et mes parents, et qu'on se retrouve en France, que je vais vous parler d'Iran, c'est qu'il s'y passe quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux. Il s'y passe un mouvement qui est un mouvement incroyable qui... On a tendance à l'oublier, donc il y a une formation d'historienne, je reviens toujours à l'histoire. Il y a eu les révoltes estudiantines des années 90 qui ont été réprimées. Il y a eu le grand mouvement vert suite à la réélection indue de Mahmoud Ahmadinejad qui a fait énormément de morts. Il y a eu cet espoir, ce moment incroyable au moment de la signature des accords de Vienne en 2015, et pourquoi les Iraniens étaient dans la rue et qu'ils étaient heureux, c'est que ça promettait une libéralisation de l'économie, et ils y étaient prêts, alors que les mollahs et les gardiens de la Révolution, eux, n'aimaient pas du tout ça, puisque mollahs et gardiens de la Révolution en particulier tiennent le fusil, mais aussi l'arme économique, puisqu'ils détiennent 70% de l'économie iranienne. En gros, l'aéroport de Téhéran est la propriété exclusive des gardiens de la Révolution. Donc c'est tellement facile de réprimer quand vous avez et le fusil et l'arme économique. Tout ça est passé. Les Iraniens ont espéré une réforme, ils se sont révoltés. Pourquoi je dis que là, c'était une révolution? Pourquoi est-ce que je dis pire que ça, ce que je dis depuis le début, que la révolution, elle est faite en Iran? Elle est faite en Iran parce qu'une révolution, pour qu'elle s'accomplisse, il faut qu'elle soit une révolution des mentalités. La monarchie, ce que j'appelle la monarchie, parce qu'elle fonctionne vraiment sur un régime monarchique, mais avec des mollahs au lieu de rois, elle est tombée dans la tête de la majorité des Iraniens, elle s'est fracassée. Ce qui reste aujourd'hui, c'est de détrôner les mollahs et les gardiens de la révolution. Je rappelle que la révolution islamique de 1979 a mis 17 mois à intervenir, donc il y a toujours un temps long. Et pour retourner encore un peu plus loin, je rappellerai que la révolution française a commencé à la Pâque 1739, quand Louis XV a refusé de se confesser, de communier, ce qui a provoqué une espèce de désacralisation de son pouvoir de monarchie absolue, ce qui a permis aux libertins qui attendaient planqués, cachés, de sortir moult libelles et caricatures qui ont permis, jusqu'à la chute effective de la monarchie et l'avènement de la République, de faire tomber les absolutistes religieux. Je sais 2 minutes, mais vous n'allez pas réussir à me faire taire. Ils n'ont pas réussi. Et ils sont parvenus petit à petit à faire tomber. Alors, bonne nouvelle, la révolution iranienne, cette nouvelle révolution iranienne, prendra moins de temps que la révolution française, du fait évidemment des nouvelles technologies, de la rapidité, de la vitesse, qui a changé toute la donne. Mais une révolution reste une révolution et elle suit toujours le même schéma. Et celle qui compte, c'est celle des mentalités. Moi, je me suis dit que cette révolution est faite quand le premier foulard a brûlé, quand la première femme a dansé dans les rues de Téhéran, de Mashhad, de Tabriz, quand j'ai vu des lycéens, des collégiens, des universitaires abattre les cloisons dans les cantines qui séparent les hommes des femmes. Ce qui est tombé là, ce sont les interdits qui permettent à une autocratie de tenir. Et sur le même modèle que cette jeunesse iranienne, parce que là on ne parle que de population, de pays où la jeunesse est extrêmement forte, extrêmement présente, effectivement, mais moi je suis de la préhistoire par rapport à cette jeunesse-là, je pense aussi à cette créativité, à ce désir démocratique des Taïwanais, des Hongkongais, des Birmans, des Thaïlandais qui, en plus de tout le reste, rajoutent une créativité dans leur volonté démocratique qui ne cesse de m'émouvoir. Il y a eu ce mouvement
qui est parti de Thaïlande, d'un comédien thaïlandais qui s'est répandu dans tout le sud-est asiatique et un peu plus loin, qui est le Milk Tea Alliance, l'alliance du thé au lait, qui est une idée toute bête, qui est une revendication toute simple, mais éminemment symbolique, et qui veut dire quoi? Qui dit, en Chine, on ne boit le thé que noir. Le thé est forcément noir. À Taïwan, vous y mettez du lait. Non, vous y mettez des perles de tapioca. À Hong Kong, vous y mettez du thé. En Thaïlande, vous le buvez très sucré et froid. En Birmanie, vous pouvez le boire très sucré et froid ou avec un nuage de lait. Le fait de se rassembler autour de ce hashtag, c'était le fait de réclamer le refus de l'uniformisation, une éloge de la singularité, une volonté d'être ce qu'ils sont, comme ils sont, de dire ce qu'ils ont à dire et de le revendiquer. C'est aussi bête que ça, une démocratie libérale. C'est une éloge de l'individu et de la singularité. C'est le fait de pouvoir boire son thé avec des perles de tapioca si je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que même l'Inde, qui vit des heures sombres aujourd'hui, vu que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Narendra Modi a effacé 3 siècles d'empereurs moghols des manuels scolaires des enfants du secondaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les empereurs moghols du XVIe au XIXe siècle, ils n'existent plus, ils sont tout simplement effacés. C'est-à-dire que quand on dira aux enfants qui a construit le Taj Mahal, ça sera, je ne sais pas, puisque c'est un empereur moghol qui a construit le Taj Mahal. En Inde, le mouvement est devenu le Masala Chai. Et ils se sont joints à ce Tea Milk Alliance. Ça a l'air de rien, mais je trouve que ça résume extrêmement bien ce qu'est une démocratie libérale, ce qu'elle sous-entend, ce que les gens réclament. Ce n'est pas grand-chose. Je pense que nous sommes un peu épuisés dans nos démocraties libérales, que nous avons oublié la chance que nous avons. Regardez, nous sommes là, nous pouvons dire ce que nous voulons, le temps que nous voulons, sur le mode que nous voulons. Et le seul risque qu'on a, c'est de ne pas être invité l'année prochaine. Ça peut aller. Il n'y aura ni torture, ni emprisonnement, et il n'y aura aucun policier qui nous attendra dehors pour nous amener dans un cachot. Eh bien, cette jeunesse d'Iran, cette jeunesse de Taïwan, de Hong Kong, que, entre parenthèses, nous avons lamentablement abandonnée, et on les a tellement abandonnés qu'aujourd'hui, le gouvernement pro-chinois de Hong Kong propose 1 million de yuan, donc ça doit faire 117 000 €, pour toute information permettant de faire revenir 8 réfugiés politiques hongkongais, réfugiés en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre. Donc c'est dire s'ils pensent que tout ça est possible, mais étant donné que la Suède n'est toujours pas rentrée dans l'OTAN parce que Erdogan veut récupérer des réfugiés kurdes, on n'est pas rendu d'accord. On est un peu lâche, d'accord. On est un peu faible, d'accord. Donc qu'est-ce qui nous reste? Au final, pour paraphraser mon cher marquis de Sade, je n'aurai qu'une chose à rajouter. Allez, encore un petit effort pour être fiers d'être des démocraties libérales. Merci. Bien, vous êtes d'accord que ça démarre assez fort. Bon, et qu'on est un peu dans un statut de rencontres économiques qui élargissent le champ de l'économie stricto sensu. Alors maintenant, je vous propose qu'on a 20 minutes. C'est quand même formidable d'avoir ces 3 personnalités qui ont le droit de revenir l'année prochaine, cher ami. Lionel, c'est même pas qu'il a le droit, il en est propriétaire. Donc, et je vous propose maintenant qu'on lance le débat. Qui veut prendre la parole? De toute façon, je vais désigner 1 ou 2 personnes qui vont poser des questions. Si par hasard, il n'y a pas de questions pour lancer le débat. Les jeunes, les trucs, qui veut prendre la parole? Mood, quelle est la question que tu veux poser? Donnez un micro à mon ami, le président de Dauphine. Vous avez un micro? Ah, il n'y a pas de micro? Tu as eu le temps de réfléchir comme ça? J'ai pas du tout eu le temps de réfléchir, et moi qui ai fait du football, être pris à contre-pied par toi, Jean-Hervé, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Non, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, je suis pris en surprise, mais
j'ai trouvé exaltant les trois interventions. Exaltantes parce que vraiment, c'est exactement recréer l'espoir. Et finalement, j'ai une question à vous poser. C'est quelles sont les solutions que vous envisagez aujourd'hui, que ce soit sur les questions des soulèvements qui sont dans toutes les régions du monde, qui ont été écrasés par des circonstances tout à fait, que ce soit dans les pays arabes, avec les Hirak en Liban, en Algérie, etc., ou dans les endroits que vous avez aussi traités, qui ont été écrasés grâce à des circonstances antélékéennes, c'est-à-dire le Covid, des variables externes qui ont fait que les mouvements se sont arrêtés. Mais l'espoir est toujours là. Comment le faire renaître pour précisément aller vers un monde meilleur dans des démocraties qui sont souhaitées? Et je crois que c'est vraiment intéressant d'avoir votre point de vue, vous, sur cette dynamique-là d'espoir. Et sur l'Afrique aussi, c'est extrêmement intéressant ce qui a été dit sur l'Afrique, la méconnaissance de l'Afrique. Alors, pourquoi a-t-on une telle méconnaissance alors qu'on a des travaux qui sont extrêmement pertinents, menés sur la pauvreté en Afrique, sur toute une série de sujets? Mais pourquoi peut-on s'intéresser uniquement sur ces sujets-là, éventuellement? Quelles sont vos pistes pour mieux connaître l'Afrique? Merci. Merci, tu as été exceptionnel. Ce que je propose, c'est que chacun de vous réponde à la question. Non, peut-être d'abord Anjoula, parce que voilà, vous avez bien pris la parole, les deux. Hein? Anjoula. Je voulais peut-être parler des droits de l'homme, des droits de l'humain sur scène, et de parler d'égalité de genre. Hein? Bon, rapidement, ce que je voudrais dire avant d'essayer de répondre à votre question, vous avez parlé, si j'ai bien compris la traduction, vous avez parlé des enfants, de la population. Je pense que c'est un point très intéressant et une bonne question que l'on devrait se poser. Est-ce que l'on veut être un bon descendant ou un ancêtre fantastique? En tant que psychologue, moi je parle à beaucoup de jeunes en permanence, et leurs parents me disent toujours qu'ils doivent passer par une phase, ils sont tellement en colère. Non, ce n'est pas une phase. Ils ont des raisons tout à fait légitimes d'être en colère, d'exprimer cette colère, mais je pense qu'ils sont la plus grande source d'espoir. Et le fait que on a reconnu les jeunes lors de la COP 27, parce qu'ils s'est vraiment battu à ce moment-là, c'est tout à fait inspirant. Et j'aimerais vous dire, Votre Excellence, que Martin Kamoni, le représentant permanent aux Nations Unies du Kenya, a défendu la notion d'intégrité territoriale de l'Ukraine. Hein, mais il a dit qu'il faut qu'on se lève des cendres des empires et s'assurer qu'une nouvelle domination, ne réapparaisse pas. Et je vous entends très bien lorsque vous parlez du racisme, lorsque vous parlez des inégalités qui augmentent, l'économie. C'est un chemin vers les droits de l'humain, mais ce n'est pas toujours le cas. Le narratif ici, c'est entre le développement et la démocratie, en fait. Et ça ne devrait pas ou être ou, ça devrait être et. Donc économie et démocratie. Il ne faut pas mettre un choix. J'essaie de répondre à votre question, mais très souvent, les gens vont faire du bashing des droits humains, mais il n'y a pas de cadre alternatif qui a la profondeur intellectuelle, la sophistication qui a été mise en exergue pendant des décennies par tous les États, soumis à autant de scrutine, d'études. On ouvre des espaces, il s'agit de négocier lors de conflits, etc. Il faut le faire pour atteindre une masse critique. 10% de la population est à un point de bascule. Et en tant que psychologue, on a un facteur de peur, de crainte qui est tout à fait compréhensible. Et donc, on est très vigilant par rapport aux menaces, etc. Mais on ne se concentre pas sur tous les facteurs de gain, où on peut capitaliser, par exemple. Donc, il faut voir qu'est-ce qui se passe il faut savoir quelle est la réalité. J'ai des clients qui ont peur de voler en avion.
C'est beaucoup plus sûr que de conduire, par exemple. Et je vais à l'aéroport et je regarde toutes les heures combien d'avions s'envolent et atterrissent en toute sécurité. Et ça, c'est jamais calculé. Mais sur le plan macro, hein, les pays, les États ont tendance à voter en bloc. L'Afrique du Sud, par exemple, a pris un leadership aux Nations Unies sur le racisme, l'Union européenne sur la technologie. Mais en fait, il faut que le Nord écoute, les pays du Nord écoutent mieux. Comment ils contribuent, comment ils ont contribué dans le passé. Il faut avoir plus de diversité au niveau des coalitions. Et je pense que ce sera un point de bascule. Et je pense qu'à cette époque d'instantanéité, tout est instantané. Et donc, de toute évidence, si vous vivez en Ukraine, bon, de toute évidence, vous voulez que la guerre soit arrêtée hier, que ce soit terminé derrière nous. Mais il faut qu'on se contente du fait d'avancer petit pas. Je vis en Malaisie et on s'est tellement battu pendant des années pour abolir la peine capitale, et maintenant on y est. Et je voudrais conclure mon message en disant, n'abandonnez pas, gardez l'espoir. Est-ce qu'on descend dans un trou noir ou est-ce qu'on entre dans une galaxie d'étoiles? Lorsqu'on a des incertitudes, tout est possible. Restons confiants. Monsieur le Président, comment? Il y a pas mal de facteurs favorables. D'abord, il y a de plus en plus de diversité dans les acteurs du changement. Par exemple, on n'est pas juste enfermé entre les ressources financières nationales et l'aide publique au développement. Vous avez aujourd'hui des flux très robustes de remise d'épargne des migrants africains qui, s'agissant de l'Afrique, chaque année mobilisent plus de ressources que l'aide publique au développement. Et qui ne sont pas des dettes, qui sont des dons. Donc, ça, c'est des participants de plus en plus importants. Pendant le Covid, c'était frappant. Dans les pays du Maghreb, par exemple, on a eu une croissance, malgré la récession mondiale, une croissance des flux d'épargne dirigés par les migrants vers leur continent. Il y a les philanthropes. Les philanthropes, ils ont un effet désormais systémique sur nos changements. Aujourd'hui, vous prenez la Fondation Gates, la Fondation Bezos pour la Terre, la Rockefeller Foundation, un philanthrope qui monte énormément en puissance, la Mastercard Foundation. Bon, tout ça est assez américain pour des raisons partiellement fiscales. Mais la vérité, c'est que vous ne comprenez pas l'évolution de la santé publique en Afrique si vous ne regardez pas la coalition de la Fondation Gates, qui dépense en santé publique plus que l'ensemble du budget opérationnel de l'OMS, avec les concours de la France, les concours des États-Unis. Donc c'est une coalition. Et aujourd'hui, sur le financement vert, on est en train de fabriquer des coalitions dans lesquelles on met de l'argent de philanthropes, c'est-à-dire des subventions et pas des dettes, pour prendre les premières pertes de fonds qui vont distribuer des fonds concessionnels levés sur les marchés par les banques de développement et des fonds privés qui attendent une rémunération de nature de marché. Et cette coalition permet d'abaisser les coûts, et ça va être essentiel pour la transition énergétique, de couvrir le risque particulier de projets qui sont des projets de long terme avec un payback sur une période longue, et c'est des coalitions complètement nouvelles. L'autre facteur d'accélération du changement, c'est le fait que vous n'êtes plus jamais un acteur ou un chercheur, par exemple, isolé au fond du Bénin, parce que le réseau Internet, ça a aussi commencé entre les gens du CERN à Genève et les chercheurs américains. Et donc aujourd'hui, vous êtes en temps réel, où que vous soyez, partie prenante de toutes les innovations, de tous les progrès. Ça, c'est très important. Et l'Afrique est un continent où, faute de pouvoir faire d'autres choses, il faut créer des entreprises.
Et donc, c'est un continent de venture, c'est un continent de start-up, mais qui ne sont pas du tout isolés du monde grâce à cette révolution. Donc, voilà. En fait, il y a des instruments nouveaux pour faire des innovations. Lionel, on laisse la parole. Les derniers mots à Bruce. Très rapidement. Je pense qu'on s'intéresse moins à l'Afrique ou à d'autres données parce qu'on ne connaît pas, que ça nous paraît une montagne inabordable, qu'on l'envisage mal, qu'on n'écoute pas assez, qu'on est paresseux. Je pense qu'à la limite, pour faire de la psychologie, c'est que la nature humaine tend vers la paresse et l'ennui et qu'il faut essayer de réexciter ça et qu'à partir du moment où on met le nez là-dedans, ça peut aller vite. Pour ce qui est du comment faire, pour être très pragmatique, le problème, c'est qu'il y a une chose que les autocraties réussissent très bien, c'est de couper les têtes de l'opposition. C'est-à-dire qu'il devient très compliqué pour ceux qui se s'opposent à l'intérieur d'y survivre. Donc ceux qui survivent émigrent. À ce moment-là, ils gardent une vision ankylosée du pays d'origine. Donc le pays d'origine continue son évolution, mais eux, ils sont bloqués du temps où ils sont partis. Donc ils deviennent incapables de faire, j'allais dire, un retour au pays. On a vu, pour donner juste un exemple, Hamid Karzai en Afghanistan, outre le fait de sa sublime corruption, parce que là, ça devient de l'art, c'est il ne savait plus dans quel pays il était. Il avait passé beaucoup trop de temps en Grande-Bretagne. On a le même problème avec l'opposition iranienne qui joue la partition des années 70. Donc là, les Iraniens de là-bas les regardent en disant mais où ils vivent? Pour eux, c'est la préhistoire. Ils ne savent même pas à quel point cette jeunesse est connectée, qu'elle est. Donc c'est ça qui est compliqué. Alors j'allais dire une chose assez étrange, paradoxale, c'est que quelque part la CIA parfois nous manque. C'est que dans le temps, vous aviez des agents de la CIA qui étaient inside, dans les pays, et savaient qui était l'opposition, qui il fallait financer. Ils se sont plantés avec les talibans. Bon, enfin, ils ont quand même dégagé l'Union soviétique. Oh, c'est terrible. Mais ils savaient où pouvait aller l'argent, le financement de ces groupes-là. On l'a vu avec l'Ukraine. En fait, vous gagnez si vous êtes armés. Oui, il va être difficile de renverser ces régimes-là sans faire couler le sang. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est d'être un peu plus le nez à l'intérieur, de savoir qui surnage, qui peut représenter l'avenir. Les pays du sud-est asiatique, des pays d'Afrique, des pays d'Iran, ont une jeunesse ultra cultivée, qui a fait des études, qui est tout à fait susceptible de représenter la classe politique de demain. Il faut la repérer. Il faut financer tout ça et il faut arrêter d'imaginer que hier peut sauver demain. Ils sont là d'aujourd'hui et ça pourra marcher. Bravo. Première conclusion, et évidemment les rencontres d'Aix ne s'arrêtent pas maintenant. Première conclusion, j'ai compris qu'il y avait un stop. Première conclusion, on peut être dans les situations les plus difficiles, l'espoir est toujours là. Je vous propose d'applaudir. Alors, c'est pas fini, il y a 4 sessions maintenant qui se répartissent un peu partout. Donc, voilà, vous avez à grimper les escaliers ou rester ici, c'est top.